Masret Shabbat Daf Tzadik Vav. Nous commençons au milieu de la page, donc à la Mishnah, au début du Perek, le 11e Perek, Azorek, qui concerne le dilim encore de Otsa'a, sortir d'un objet, d'un domaine privé au domaine public, et en particulier Azorek, celui qui lance un objet d'un domaine à l'autre. Donc la Mishnah nous dit Azorek Mirshut Yachid Irshut Arabim. Si un homme jette un objet du domaine privé vers le domaine public, ou le contraire, Mirshut Arabim Mirshut Yachid, du domaine public vers le domaine privé. Chayav, il est Chayav, il a transgressé Shabbat, c'est aussi une Otsa'a. Donc jusqu'à présent, nous avons vu dans la première Mishnah le din de Otsa'a, lorsque je prends un objet du domaine privé, je le sors et je le pose dans le domaine public. Et là, nous avons le cas de Azorek, celui qui lance un objet, il est aussi Chayav. La Mishnah continue, nous dit Mirshuta Yachid, Lirshuta Yachid. Si je jette un objet d'un domaine privé vers un autre domaine privé, Virshuta Rabim Be'emtza, et il y a un domaine public au milieu, mais l'objet ne s'est pas arrêté au milieu. Il s'est posé dans le domaine privé. Quel est le din? Est-il chayav ou pas? A priori, on devrait dire, puisque c'est d'un domaine privé vers un autre domaine privé, il est patour. Eh bien, Rabbi Akiva mechayev. Rabbi Akiva nous dit, il est chayav. Pourquoi? Nous verrons par la suite, la Gemara expliquera, nous l'avons déjà vu dans le premier Perek, la notion de kluta kemishiuncha. Lorsqu'un objet rentre dans un domaine, c'est comme s'il est posé dans ce domaine d'après Rabbi Akiva. Donc, lorsqu'il est passé du domaine privé, il est passé dans le domaine public, donc c'est comme s'il était posé dans le domaine public, il y a déjà eu une Otsa'a. Même si ensuite l'objet continue sa trajectoire, il va se poser dans un domaine privé, il y a déjà eu une Otsa'a, d'après Rabbi Akiva, il est Chayav. Chachamim Potrim, les femmes disent qu'il est patour, il n'y a pas cette notion de Kutak Mishuncha, mais nous reprendrons l'explication de cette marloquette dans Daf Tzadik Zain, Bezrat Hashem demain. Ketzad, et là la Mishnah continue. D'après les Chachamim, nous avons vu que lorsque je jette un objet d'un domaine privé vers un autre domaine privé, même s'il y a un domaine public au milieu, je suis patour. Malgré tout, les Chachamim vont nous expliquer que dans certains cas, je suis chayav lorsque je tends un objet d'un domaine privé vers un autre domaine privé. Ketzad. Shte gezuz traot. Deux, c'est-à-dire petits balcons. Rachid nous explique, les gezuz traot, c'est en général, il y avait une brique qui sortait du mur et on posait dessus des planches pour marcher autour du mur. Une sorte de petit balcon. Zo kenegedzo. Lorsqu'il y a deux balcons, ces balcons sont des domaines privés, puisqu'ils ont une largeur de 4 sur 4 au moins, et qu'ils sont à plus de 10 tfachim du niveau du sol, donc ils ont le statut d'un domaine privé, bien que le balcon se trouve dans le havir, l'espace du domaine public, mais étant donné qu'il est au-dessus de 10 tfachim, et qu'il fait 4 sur 4, nous avons vu, selon les données du premier Pérec, que c'est un domaine privé. Lorsque j'ai donc shte gezuz traot, deux balcons, deux domaines privés, zo kenegedzo, l'un en face de l'autre, birshut arabim dans le domaine public, c'est-à-dire l'un en face de l'autre, il y a la rue qui sépare ces deux balcons. Donc imaginons une rue, des deux côtés une maison, il y a un balcon. Ils sont sur le même espace aérien, mais ils ne sont pas sur le même trottoir. Ces balcons ne sont pas sur le même trottoir. Et en dessous, c'est le domaine public. Dans ce cas-là, Amoshid va zorek mizol azo patour. Si il jette un objet d'un balcon à l'autre, il est patour, comme nous l'avons vu donc auparavant. Et les Chachamim vont nous dire, même Moshit, même si tu tends un objet d'un domaine à un autre, dans ce cas-là, il est patour. Ensuite, la Mishnah continue, Shten bediyuta achat, dans le cas où les deux balcons se trouvent sur le même côté, dire sur le même trottoir. C'est vrai qu'il y a un espace d'un domaine public
entre les deux, mais ils sont sur le même trottoir. Dans ce cas-là, Moshit Chayav. Si je tends un objet d'un balcon à l'autre, Chayav, il y a eu une Otsa'a, il a transgressé Shabbat, et nous verrons par la suite, puisque dans le Mishkan, la Otsa'a des poutres sur les Hagalot, comme la Mishnah va nous l'expliquer, était de cette manière. Ve'azorek, mais malgré tout, celui qui jette un objet d'un domaine privé, donc d'un balcon, vers un autre balcon, même si c'est sur le même trottoir, patour, il est patour, puisque dans le Mishkan, on ne jetait pas d'objets, les poutres n'étaient pas jetées, mais étaient posées, étaient tendues l'un à l'autre, d'un Lévi à un autre. Et la Mishnah nous explique quelle différence si les domaines privés se trouvent sur le même trottoir ou l'un en face de l'autre. Chez Kachaïta Avodat Alviim. Ainsi était le travail, le service des Lévi'im, lorsqu'ils devaient démonter le Mishkan. Shte Agalot Zo Acharzo Birshut Arabim. Ils apportaient 2 Agalot près du Mishkan. En vérité, ils en apportaient 4. Donc, tout d'abord 2 près du Mishkan et 2 autres derrière ces 2 agalotes, ces 2 charrettes. Les charrettes, les agalotes, avaient le statut de domaine privé, puisqu'ils étaient à plus de 10 tfachim du sol. Il y avait 4 sur 4. Sur ces charrettes, qui étaient donc domaine privé, on posait les poutres. Donc tout d'abord, on prenait les poutres du Mishkan, on les posait sur la première charrette qui se trouvait proche du Mishkan. Ensuite, les premières poutres étaient posées, donc les Lévim les donnaient d'une charrette à la seconde charrette, et ainsi de suite pour la charrette d'en face. Donc tout d'abord on remplissait une première charrette, on passait la poutre vers l'autre charrette, et on remplissait encore une fois la première charrette. En tout, il y avait 4 charrettes, 4 agalots. Et puisque les Lévim donc prenaient les poutres, les envoyaient d'une charrette à l'autre, et ces charrettes se trouvaient, on va dire, sur le même trottoir. Il y avait un domaine public qui les séparait, mais ils se trouvaient sur le même trottoir, donc c'est pour cela que Moshit, d'un balcon à l'autre, sur le même trottoir, il est chayav, mais sur le trottoir d'en face, il est patour, puisque dans le Mishkan, on ne tendait pas on n'envoyait pas ces poutres d'une charrette à la charrette d'en face, mais la charrette qui se trouvait à côté, donc on va dire sur le même trottoir. Et puisque, nous dit la Mishnah, aval lozorkin, mais dans le Mishkan on ne jetait pas les poutres, c'est pour cela que lorsque je jette un objet, même d'un domaine public à un autre domaine public sur le même trottoir, je suis patour. Donc là nous avons expliqué la Mishnah, et Rachid nous dit bien sûr pourquoi les poutres n'étaient pas jetées, puisqu'elles sont trop lourdes, on ne pouvait pas jeter une poutre. Nous tournons la page et nous allons commencer la Gemara. La Gemara nous dit Mirde Zrika, Tolda de Otsaï. Puisque Zrika, jeter, c'est une Tolda, un dérivé de la Melacha de Otsa'a. C'est-à-dire, nous explique Rashi, la Gemara veut nous dire ça ne peut pas être une tolda d'une autre melacha. C'est certainement la tolda de Otsa'a. En réalité, dans le Mishkan, on ne jetait pas. Donc ce n'est pas un Av melacha, puisque les Avot, c'est-à-dire les cas de référence qui sont appelés Av, les pères des melachot, les 39 melachot que nous avons vus d'Afaïm Gimel, les melachot qui étaient dans le Mishkan. Donc Zorek n'était pas dans le Mishkan. Il ne peut pas s'appeler Av. C'est une tolda de quoi? C'est certainement une tolda de Otsa'a, ça ne peut pas être d'une autre melacha. Alors demande la Gemara, Otsa'a Goufa est réactivée. La Otsa'a elle-même, de sortir un objet d'un domaine à un autre, est réactivée. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah cette interdiction de Otsa'a? Bien que nous venons de voir dans la Mishnah qu'il y avait la Otsa'a dans le Mishkan avec les krashim et avec donc les charrettes, nous explique Tosfot, ce n'est pas suffisant, bien que pour toutes les autres melachot, les melachot ne sont pas marquées dans la Torah. Il est suffisant que cette melacha était dans le Mishkan pour qu'elle fasse partie des 39 melachot. Malgré tout, pour la melacha de Otsa'a, nous recherchons un pasuk, nous explique Tosfot, puisque c'est une melacha geroua. C'est-à-dire c'est une melacha qui est faible. A priori,
dans toutes les melachot que nous avons vues, il y a toujours une construction, il y a un changement dans l'objet, par exemple, alors que la Hotsa'a, c'est simplement le fait de déplacer un objet d'un domaine à un autre. On ne devrait pas dire que c'est une melacha, c'est pour cela la melacha de Hotsa'a est appelée une melacha groua, une melacha faible, et nous recherchons même un pasouk pour nous dire que c'est interdit. C'est aussi la raison, comme nous l'avait expliqué le premier Tosfot de la Masechet, c'est la raison pour laquelle le Tana commence avec la melacha de Hotsa'a dans Masechet Shabbat, puisque c'est une melacha groua. On pourrait penser que ce n'est pas interdit. Le Tana vient commencer Masechet Shabbat avec l'interdiction de sortir d'un domaine à l'autre. Donc Tosfot nous dit, dans le Mishkan, comme nous le verrons par la suite dans la Gemara, il y avait aussi une Hotsa'a d'un domaine privé à un domaine public lorsque on déchargeait les charrettes et qu'on enlevait les poutres des charrettes. Nous avons dit que les charrettes sont considérées comme un domaine privé. Lorsqu'on les posait par terre, sur le sol, c'était dans le domaine public. Donc il y a là une Hotsa'a. Donc malgré tout, la Gemara recherche un pasouk et réactivé. Hamar Rabbi Yochanan répond à Markra, le pasouk nous dit Vaïtzav Moshe, Moshe a ordonné, Vayaviru kol bamachane, et Moshe a fait passer, proclamer, kol, une voix donc, son message bamachane dans le camp, et Moshe a dit au Bnei Israël, comme c'est marqué dans la suite du pasouk, Ish veisha liasud melacha et trumat hakodesh. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu a demandé au peuple de ne pas apporter d'autres dons pour le Mishkan. La Gemara nous dit, Moshe Chanaviyativ. Où est-ce que Moshe était assis? Où est-ce que Moshe se trouvait? Machane Léviya, dans le Machane, le camp des Lévi'im. Au Machane Léviya, Reshut Arabim. Le camp des Lévi'im est considéré comme un Reshut Arabim. Pourquoi? Puisque, nous explique Rashi, tout le peuple d'Israël était autour de Moshe Rabbeinu, donc le camp de Moshe Rabbeinu, le Machane Léviya, est considéré comme un Reshut Arabim, un domaine public. Et Kamar Léoulé Israël, et Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, Lotafiku vetitu mirshut yachid ditru lirshut Arabim. Et Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, ne sortez pas, n'amenez pas de dons du domaine privé, qui est le vôtre, le Machane Yisraël, lirshut Arabim dans le camp des Lévi'im, qui est un Reshut Arabim. Donc nous avons une source dans le Passouk. Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, n'apportez rien, ne sortez rien de votre domaine le jour de Shabbat. Demande à Mimaï de Shabbat Kae, qui t'a dit que ce Passouk, c'était par rapport à l'interdiction de Shabbat. Moshe Rabbeinu a dit, ne sortez pas, n'amenez pas de dons. Dit ma Bechol Kae, peut-être que c'était un jour de semaine. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu leur a dit, arrêtez vos dons? C'est qu'il y en avait suffisamment. Mishum de Shlima le Melacha. La Melacha du Mishkan, c'est terminé, ou avideta, comme dit le Bar. Il n'y avait plus besoin de dons, c'est pour cela que Moshe Rabbeinu leur a dit, n'apportez pas, kidirtiv va Melacha itadayam. C'est marqué qu'il y avait suffisamment pour toute la fabrication du Mishkan. Donc qui t'a dit que Moshe Rabbeinu leur a dit, ne sortez pas parce que c'est Shabbat, peut-être simplement, même un jour de semaine, ne sortez pas, puisqu'il y a suffisamment de dons. L'Agma répond, Gamar avara miyom kippurim. Nous avons besoin donc d'une cette Xerashava, nous la prenons avara du mot avara. De Yom Kippurim. Tivacha, c'est marqué Vayaviru kol bamachane, ils ont fait passer un kol dans le camp. Victive, Atam, c'est marqué ailleurs, va avarta shofar terroir, tu sonneras le shofar. Pour sonner le shofar le jour de Yom Kippurim, l'année du Yovel, c'est marqué Ve'avarta shofar. Donc on retrouve Ve'avarta et Vayaviru, le même verbe, pour nous dire Malelan, c'est une Xerashava, je vais apprendre l'un de l'autre. Malelan Beyom Asur, de la même manière que le shofar et Yom Kippourim, c'est un jour interdit, un jour férié, un jour où on ne doit pas travailler. Afkan Beyom Asur, là aussi, c'est un jour interdit, c'est-à-dire le jour de Shabbat. Le jour de Shabbat, Moshe Rabbeinu leur a dit, ne sortez pas d'un domaine à un autre. Tosfot propose de ne pas lire ces quelques lignes, la question de la Gemara de Beshabbat. Est-ce que c'était un jour de Shabbat ou un jour de semaine, puisque Tosfot nous dit, de toutes les manières, toutes les melachot que nous apprenons du Mishkan, nous n'avons pas besoin que cette melacha soit faite dans le Mishkan pendant Shabbat. Mais puisqu'on voit que c'est une melacha, même un jour de semaine, dans les travaux du Mishkan, par rapport à notre interdiction donc de transgresser Shabbat, de ne pas faire des melachot,
On dit toute melacha qui était dans le Mishkan, c'est aussi une melacha. Donc peu importe si c'était Shabbat ou un jour de semaine, puisque c'est marqué dans le Passouk, l'interdiction de Hotza'a, donc je vois que c'était une melacha, puisque Tosfot nous rapporte un Passouk, Aliasu od melacha le trumat kodesh, c'est-à-dire de sortir est une melacha. Donc si c'est une melacha, même si un jour de semaine, Moshe Rabbeinu leur a dit d'arrêter ce travail, cette melacha, de sortir d'un domaine à l'autre, d'apporter leur don. Donc je sais que c'est une melacha et Shabbat c'est interdit pour nous. Malgré tout, nous avons donc la Girsa qui maintient ces quelques lignes. La Gemara continue à Shkechan Hotza'a. Donc nous avons une source à la melacha de Hotza'a, de sortir d'un domaine à l'autre. Mais Achnasa Minalan, non, de rentrer du domaine public vers le domaine privé, d'où est-ce qu'on sait que c'est interdit? Svaraï, nous dit la Gemara, c'est logique, Mir de Mirshut Lershutu, puisque c'est d'un domaine à l'autre. Du domaine public vers le domaine privé. Malia Fouké, Malia Yule. Quelle différence si je sors du domaine privé vers le domaine public, ou que je vais faire rentrer un objet du domaine public vers le domaine privé, la melacha est la même. Donc, puisque c'est la même, je n'ai pas besoin d'un pasouk en plus, c'est une logique. Nous dit la Gemara, malgré tout, miu otsa av, achnasa tolda. Malgré tout, la otsa est considérée comme le av, comme le père, comme la référence, la melacha de référence, et achnasa tolda, ce n'est qu'un dérivé. Demande la Gemara, quelle différence si nous l'appelons av ou tolda? Mirde aha mechayev, aha mechayev. Si un homme transgresse un av, il doit apporter un korban khatat. Si un homme transgresse une tolda, il doit aussi apporter un korban khatat. Quelle différence? Pourquoi on va appeler cette melacha av et une autre tolda un dérivé? Amay kirle av, amay kirle tolda, pourquoi on l'appelle celle-ci av et l'autre tolda? La Gemara répond nafkamina, voici la différence. Dei avid shete avod be'ade adade. Si un homme transgresse deux avot en même temps, sous la même alama, sous le même oubli, il devra apporter deux korbanot khatat. Iname shte toldot be'ade adade. Si un homme transgresse deux dérivés de deux melachot différents, il devra aussi apporter deux korbanot mechayev tarté, il doit apporter deux korban khatat. Viyavid av et tolda dide. Mais si un homme va transgresser un av et sa dérivée, l'homme mechayev et la chada, il n'apportera qu'un seul korban. Prenons un exemple simple. Si un homme fait la melacha de Hotza'a et aussi la melacha de Kotzer, il apportera deux korbanot. Mais si un homme fait la melacha de Hotza'a et la melacha de Achnasa, donc il sort un objet, ensuite il le rentre, il n'apportera qu'un seul korban, puisque c'est la même melacha sous le même oubli. La Gemara poursuit et demande mais d'après Rabbi Eliezer qui dit que lorsque tu transgresses un dérivé, même en même temps que le Hav, donc la Tolda Bimkom, en même temps que le Hav, tu es chayav deux korbanot. Donc si un homme fait une achnasa, une otsa'a, il doit apporter deux korbanot. Amaïkarou le Hav, amaïkarou le Tolda. La question revient, pourquoi on appelle l'un Hav et l'autre Tolda? La Gemara répond, Ard avait Mishkan Chashiva, car il est Hav. Ce qui était dans le Mishkan important est appelé un Hav. Ard elo avait Mishkan Chashiva, lo Hav. Ce qui n'était pas dans le Mishkan important n'est pas appelé un Hav. J'ai traduit simplement les mots. Tosfot va expliquer dans le quatrième Tosfot va expliquer, on peut lire la Gemara de deux manières. Ce qui était dans le Mishkan, Chashiva, est donc important, ou bien on peut lire Ard ave Mishkan Chashiva, ce qui était dans le Mishkan, une melacha importante, est appelé Av. Mais ce qui n'était pas dans le Mishkan, une melacha importante, est appelé Tolda. Ça voudrait dire que les Toldot étaient dans le Mishkan, mais n'étaient pas considérées comme des melachot importantes, c'est pour cela qu'elles sont des Toldot, d'après cette lecture. Donc Tosfot nous dit par exemple, prenons le cas de désherber ou d'arroser. C'est une tolada de zoréa, de semer. D'après une lecture, on dira que dans le Mishkan, il n'y avait pas de menachesh ou mashke. D'après une autre lecture, on pourra dire que ça existait dans le Mishkan, mais ce n'était pas une melacha importante. Donc Tosfot nous donne les deux possibilités. Donc nous avons ou bien cette première lecture, Harde ave be Mishkan chashiva kerile av, ce qui était dans le Mishkan est donc important
et c'est pour cela que c'est appelé un Av. Har de lo ave be Mishkan, une melacha qui n'était pas dans le Mishkan, donc qui n'était pas importante, est appelée une tolda. Ou bien on va lire, ce qui était dans le Mishkan et qui était aussi une melacha importante, c'est considéré comme un Av. Ce qui était dans le Mishkan mais qui n'était pas une melacha importante est appelé tolda. Donc il n'y a pas de nafkamina de conséquence là à la Chag, simplement une nafkamina de Shem, d'appellation. Iname, ou d'après une autre explication, on pourra dire Har dektive keri av, mais haïdeloktive keri tolda. Par rapport à la melacha de Hotsa'a, précise Rashi, puisque c'est une des seules qui est marquée dans la Torah. Ce qui est marqué dans la Torah comme Hotsa'a, c'est appelé un av. Har deloktive, ce qui n'est pas marqué dans la Torah, donc la achnasa, rentrée keri tolda, c'est appelé une tolda, un dérivé. Alors la Gemara continue vers Adetnan, ce qui est marqué dans la Mishnah. Nous allons voir que dans la Mishnah, il y a l'interdiction de jeter d'un domaine à l'autre et de jeter aussi 4 amod birshut arabim, 4 amod dans le domaine public. La Gemara demande d'où est-ce qu'on sait qu'on est chayav. Donc nous allons lire la Mishnah. Vaditna. Azorek arba amod bekotel. Si un homme jette une figue fraîche sur un mur, arba amot, et qu'il est à une distance de 4 amot du mur, donc il va jeter 4 amotes, la figue va se poser, s'écraser sur le mur, les mala miyut fachim, si elle s'écrase à une hauteur de plus de 10 fachim, kezorek ba'avir, c'est comme s'il a jeté dans l'air, et il est patour, puisque nous avons vu que le domaine public s'arrête à une hauteur de 10 fachim. Les mata miyut fachim, si la figue a atterri les mata en dessous de 10 fachim, et qu'elle s'est collée sur le mur, Kezorek Ba'aret, c'est comme si il l'a jetée sur le sol, sur le domaine public. Zorek Ba'aret Arba Amot Chayav. Et si un homme jette un objet, Arba Amot, 4 Amot dans le domaine public, il est Chayav. Rashi nous précise, le mur lui-même n'est pas un réchout en soi. Nous avons vu qu'en dessous de 10 Fachim, lorsqu'il y a une largeur de 4, une surface de 4 sur 4, c'est une carmélite. Moins de 4 sur 4, c'est un makom ptor. Là, nous dit Rashi, c'est lorsque j'ai une surface qui est plane, qui est horizontale. Mais lorsque la figue s'est posée sur le mur, donc sur le côté vertical du mur, dans ce cas-là, on ne dit pas qu'il y a un reshoot en soi, tout dépend. Si c'est au-dessus de 10, c'est donc makom ptor, en dessous de 10, c'est dans le reshoot arabi. Donc nous avons vu dans cette Mishnah que lorsque je jette un objet, arba amot, je suis chayav. L'agma demande, zarak arba amot b'shtramiminalan de mechayev, d'où est-ce qu'on sait qu'on est chayav lorsqu'un homme jette arba amot dans le domaine public. N'oublions pas que dans le domaine public, arba amot, ce n'est pas d'un domaine à un autre, ce n'est pas d'un domaine privé à un domaine public. Amar Rabbi Yoshua répond, sheken orgei yeriot, ceux qui tissaient, qui préparaient les tentures au Mishkan, zorkin machateem zelazé, se lancer les aiguilles l'un à l'autre. L'agma demande, je ne comprends pas. Orgin, Martin Lamaléou, celui qui tisse, le tisserand n'a pas besoin d'aiguille. L'agma reprend, effectivement, il a chez Kentofre Yeriot, ceux qui devaient coudre aussi les Yeriot, lorsqu'on devait ensuite assembler les Yeriot, il fallait les coudre. Zorkim Martem Zelazé, se lancer les aiguilles. L'agma demande, Vedima Gabe Adade Avuyatve. Tu dis, il se lançait les aiguilles, ce qui sous-entend, il se les lançait à une distance de Arba Amot, peut-être qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre. La Gemara dit impossible. Pourquoi? Matou Adade Bemartim, s'ils étaient assis l'un à l'autre, lorsque ils vont tirer sur le fil avec l'aiguille, ils vont se piquer l'un et l'autre. Alors la Gemara dit, Dilma Betoch Arba Aveyatve, peut-être qu'ils n'étaient pas collés l'un à l'autre, mais ils étaient à moins d'une distance de 4 amot. Et là, Amar Afrizda, donc nous n'avons pas encore de source. Afrizda propose Sheken Orgei Yeriot. Donc plutôt ceux qui tissaient les tentures dans le Mishkan, Zorkin Bouchiar Beyeria. Ils se lançaient le Bouchiar. Le Bouchiar, c'était le roseau où se trouvait la pelote du fil de la trame, puisqu'en général, ils lançaient donc, le Bouchiar, puisqu'ils n'allaient pas le passer entre tous les fils de la chaîne. Donc ils le lançaient, et ensuite, il suffisait de tourner les fils de la chaîne et encore une fois il le relançait dans l'autre sens, ou il le tirait dans l'autre sens.
Donc ils se le lançaient l'un à l'autre à une distance de Arba Amot. L'Agma demande Va'alo Ogdo Beyado. Mais malgré tout, il retient encore par le fil, donc ce bourriard, même s'il le lance, mais il retient le fil, il a encore le fil, puisqu'il a le fil dans les mains. Donc on ne peut pas dire qu'il l'a lancé, qu'il a lâché des mains. L'Agma répond Benisra Batra, donc le dernier envoi, et à ce moment-là, donc le bourriard tombait par terre et il se détachait du fil puisque c'était la fin de la pelote. La Gemara demande, malgré tout, va bemakom ptur kazle. Au moment où il lançait ce bourriard, le bourriard était entre les fils de la chaîne de cette tenture. C'est un makom ptor, c'est un endroit qui n'est pas reshut arabim, c'est vrai qu'il est moins de 4 sur 4, je veux dire, donc nous dit la Gemara, il a le statut de makom ptor. Rachid nous dit il n'y a pas de largeur de 4. L'Igot n'était pas rachav arba, n'était pas large de 4 fachim. Donc même lorsqu'il l'envoie, c'est considéré comme un makom ptor. C'est vrai que les iriot n'ont pas été longues, mais elles n'étaient pas de 4 sur 4. Elles n'étaient pas suffisamment larges. Donc même s'il y a une longueur de plus de arba fachim, et dans la surface, ça fait plus que 16 tfachim carrés. Malgré tout, il faut que ce soit 4 sur 4. Donc, puisque lorsqu'il lance le bourriard va traverser un endroit qui est makom ptor. C'est vrai qu'ensuite il va tomber par terre, mais il ne traverse pas dans un domaine public. Donc, ce n'est pas que je l'ai jeté à Bamot Birshut Rabim. Alors, l'Agma reprend et nous dit Shiken orgei yeriot zorkin bourriard les shoaleem. Il dit l'Agma plutôt les tisserands qui préparaient les yériot, les tentures, se jetaient le bourriard à celui qui en avait besoin. Lorsqu'un des tisserands en avait 2, il jetait une à son voisin. L'Agma demande Vedigma Gabé Adade Aveyadve, peut-être qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre. L'Agma répond Matou Adade Bechafat, ils vont aussi se frapper, se toucher lorsqu'ils vont tirer le fil de la trame. Alors l'Agma dit Vidima Shlechoufe Avemeshlachafe. Peut-être qu'ils étaient les uns à côté de l'autre, mais ils n'étaient pas. Il y avait un petit décalage. L'un était un peu plus haut que l'autre ou un peu plus bas, et donc ils ne se poussaient pas, mais ils pouvaient se donner le bourriard, se tendre le bourriard sans le jeter. Vetou demande Agma de plus, Mishéilé mais Adadé, est-ce que dans la avoda du Mishkan, l'un avait besoin des outils de l'autre? Pourtant, c'est marqué Vatania Louda, ou d'après notre version Lévi a enseigné, Ish mimelarto asherema osim. Le pasuk dit, Shakom mimelarto du travail Hashem osim qu'il faisait. Mimelarto osev enosim lechet chavero. Chacun avait ses outils, il n'avait pas besoin d'utiliser la melacha dans le service de son voisin. Et tout de plus, nous dit la Gemara, même si tu as pu expliquer Zorek, Birshut Arba Amot Birshut Rabim, lorsqu'on lançait Arba Amot Birshut Rabim, mais Ma'avir Arba Amot Birshut Rabim Minalan de Mechayav, lorsqu'un homme va lui-même déplacer un objet Arba Amot Katamot dans le Birshut Rabim, nous savons qu'il est aussi Chayav, il a transgressé la Melacha de Otsa, bien qu'il ne sort pas d'un domaine à un autre. Donc un homme prend un objet dans le domaine public, il marche 4 amot, il le repose, il est Chayav, et là la Gemara conclut Kol Arba Amot Birshut Rabim Gemara Gemirala. Le principe de Arba Amot Birshut Rabim, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Certains Mefashim m'expliquent le principe d'Arba Amot Birshut Rabim, puisque nous savons que le reshut de l'homme est Arba Amot. Donc c'est comme si l'objet se trouvait dans son reshut, entre guillemets un reshut ayachid. Lorsque je le déplace, il est ensuite dans un reshut rabim, dans un domaine public. Bien que lorsque l'homme se déplace, le reshut aussi, son reshut se déplace avec. C'est juste une petite explication des Arba. Nous continuons, la Gemara nous dit Amar Rabbi Yehuda, un petit peu de Haggadah, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Mekoshesh Ma'avir Arba Amot Birshut Rabim Ave. Nous avons une paracha du Mekoshesh Etzim, de celui qui a priori coupé du bois dans le désert et qui ensuite a été tué pour avoir transgressé Shabbat. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Mekoshesh, était Mekoshesh, qu'on traduit celui qui coupait le bois. Sa transgression, c'est pas qu'il a coupé du bois, non pas non plus qu'il a ramassé le bois comme nous verrons par la suite,
mais simplement Ma'avir Arba Amot Birshut Rabim Ave. Il a déplacé le bois 4 amot dans le domaine public. Bematnita Tana, nous avons une braïta qui dit Tolesh Ave. La vérité de sa transgression était qu'il a coupé du bois, donc il a détaché le bois du sol. C'est cette melacha. Ravacha et Rabbi Yaakov Omer, Ravacha, le fils de Rabbi Yaakov, a dit Me'amer Ave. Il a ensuite ramassé le bois, et ramasser Me'amer, faire un tas, est aussi un des Av Melacha. Les Maïnaf Kamina demandent à Agma quelle différence, quelle est la conséquence de cette marloquette, si c'est Me'amer, ou bien Tolesh, ou encore Ma'avir. L'Agma nous répond l'Ekderav par rapport à cet enseignement de Rav. De Amar Rav, Rav a dit Matzati Megillat Starim Rav Chia. Rav nous dit j'ai trouvé un parchemin secret chez Rabbi Chia. C'est-à-dire, explique Rashi, puisque à l'époque la Torah orale n'était pas écrite, jusqu'au temps de Rabbi Yehuda Nassi, ensuite de Rav Huna et Rav Ashi qui ont écrit la Gemara. Lorsqu'un Rav ne voulait pas oublier un enseignement, il avait le droit de l'écrire, mais pour lui-même, pour s'en rappeler. Ces manuscrits étaient appelés Megillat Starim, une Megillah cachée. Nous dit Rav, j'ai trouvé une fois la Megillat Starim de Rav Chia et c'était marqué Vekatouv. Ici Ben Yehuda Omer, ici Ben Yehuda dit Avot Melachot Arbaim Chaserachat. Il y a 39 travaux interdits. Ve'eno Chayav Elachat. Et si un homme a transgressé, il n'est Chayav, a priori d'apporter un korban, Elachat, qu'un seul korban. Donc ça voudrait dire, un homme transgresse les 39 Melachot, il ne doit apporter qu'un seul korban. Achad vetulo, un seul korban et pas plus, vatnan, pourtant dans la Mishnah c'est marqué Avot melachot arbaim chaserachat. La Mishnah nous dit il y a 39 travaux, et ensuite la Mishnah énumère les 39 travaux. Vavinanba, on s'est posé la question, nous l'avons déjà vu plusieurs fois dans Maseret Shabbat, où la Gemara pose la question, Minyane la Mali, pourquoi le Tana a besoin de préciser le compte de 39 melachot, puisque il me suffit de compter les melachot énumérés, j'arrive au compte de 39. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a répondu, si un homme transgresse les 39 melachot, dans le même oubli, il devra apporter un korban pour chaque transgression. Comme nous avons vu au début du Perek Klal Gadol, si un homme a oublié que c'est Shabbat aujourd'hui, il sait que les melachot sont interdites, mais il a oublié que c'est Shabbat, et qu'il a transgressé toutes les melachot, il apportera qu'un seul korban, puisque c'est le même oubli Shabbat. Mais si un homme sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il a oublié que ces melachot sont interdites, il devra apporter un korban pour chaque melacha. C'est pour cela que le Tana nous dit 39. Alors la Gemara reprend, que signifie ce qu'a voulu dire ici Ben Yehuda, il n'est chayav qu'un seul. Qu'au départ, je comprends simplement, il n'est chayav et la achat qu'un seul korban. Je ne peux pas dire qu'il est chayav qu'une seule mita, puisqu'on ne peut pas mourir deux fois. Ça c'est sûr que c'est parce que ici Ben Yehuda veut nous dire. Donc la Gemara reprend, Ima, il faut dire ainsi, Eno chayav alachat même. Il y a une des melachot sur laquelle il n'y a pas de chiyuv mita. Et donc nous ne savons pas quelle est la melacha que ici Ben Yehuda a conclu que sur cette melacha il n'y a pas de chiyuv mita, de peine de mort. Et donc la Gemara nous dit, voici la conséquence de la marloquette. Rav Yehuda pshitale d'amavé chayav. Rav Yehuda qui a dit que le Mekoshesh a transporté le bois Arba Amot Birshut Rabim mais qu'on l'a mis à mort. Donc d'après Rav Yehuda, c'est sûr que Ma'avir, ce n'est pas la melacha sur laquelle il n'y a pas de peine de mort. Matniti, la Mishnah qui a dit que c'est Tolesh, Pshitale de Tolesh Chayav. Cette braïta, pour elle c'est sûr que Tolesh il est Chayav Mita. Ravacha Bar Yaakov, Pshitale de Me'amer Chayav. Donc Marc Savar Amiat lo Mesaf. Que Savar Amiat lo Mesaf. L'un dit au moins, sur cette melacha tu n'as pas de doute, tu es sûr qu'il y a un Chiyuv Mita. L'autre dit, c'est sur cette melacha qu'il n'y a pas de doute. Donc, puisque la marloquette, quelle était la avéra du Mekoshesh, et le Mekoshesh a été tué, a été mis à mort. Donc nous savons qu'au moins, d'après Rav Yehuda, le Ma'avir Arba Amot Birshut Rabim est une melacha qui est punie par la peine de mort. Tanu Rabbanan, puisque nous avons parlé du Mekoshesh, l'Agma nous rapporte une marloquette. Qui était ce Mekoshesh? Rabbi Akiva nous dit Mekoshesh Zet Tzlofrad. Mekoshesh Zet Tzlofrad Ben Chefer, qui est rapporté par la suite dans le Passouk, puisque les 5 filles de Tzlofrad, au moment de l'héritage, ont demandé une part d'héritage. Ren ou Omer, comme c'est marqué dans le Passouk, Vayu Bnei Israël Bamidbar, Vayimtseu Ish. Les Bnei Israël étaient dans le désert et ils ont trouvé un homme
qui a donc coupé du bois, ou transporté du bois, ou ramassé du bois. Velelanu Omer, et ailleurs, un peu plus loin dans le passouk, c'est marqué, Avinu Met, les filles de Tzlofrat se sont présentées devant Moshe Rabbeinu, et on dit, notre père est mort Bamidbar dans le désert. Et dans le passouk, c'est marqué qu'il est mort dans le désert, il ne faisait pas partie des Meraglim, donc nous voulons une part de la terre d'Eretz Israël. Donc nous dit la Gemara, mal l'an Tzlofrat, puisque c'est marqué Bamidbar au sujet de Tzlofrat, et que c'est marqué Vebn Israël Bamidbar au sujet du Mekoshesh Bamidbar, donc je dis, mal l'an Tzlofrat, de la même manière que Bamidbar il s'agissait de Tzlofrat, donc Afkan Tzlofrat, dit Rabbi Akiva, donc nous dit Rabbi Akiva, Tzlofrat, c'est celui qui a coupé du bois ou qui a ramassé ou transporté du bois dans le désert. Amalo Rabbi Uda ben Betera a dit à Rabbi Akiva, Akiva, ben kach ou ben kach ata atiditen et adin. Que tu aies raison ou pas, tu devras rendre des comptes. Pourquoi? Si c'est comme tu dis que c'est Tzlofran qui était le Mekoshesh, à Torah kisito vata megale oto, la Torah a caché son nom, n'a pas dit qui c'est, et toi tu viens de dévoiler. Veimlav, et si ce n'est pas lui, alors c'est encore plus grave. Ata motzi la az aloto tzadik, tu viens sortir un mauvais nom, un shemra sur ce tzaddik, en disant que lui a transgressé Shabbat. Donc nous continuons encore d'Av Tzadik Zayn. Alors la Gemara demande, Vela Hagama Gzera Shabbat. La Gemara, pourquoi Abouda Ben Betera s'étonne et dit la Torah l'a caché. Puisqu'il y a le principe de Gzera Shabbat. Que Gzera Shabbat, nous l'apprenons par tradition. Un homme n'est pas Dan Gzera Shabbat Me'atzmo, mais c'est une Kabbalah, une tradition, donc la Torah l'a dévoilé. Non pas Mefourash, mais à travers la Gzera Shabbat. La Gemara répond Gzera Shabbat Logama. Abouda Ben Betera, lui, n'a pas reçu la tradition de cette Gzera Shabbat, et puisqu'un homme ne fait pas de Gzera Shabbat de lui-même, donc c'est pour cela qu'il dit que la Torah n'a pas dévoilé le Mekoshesh. Et la Me'acha avait. Donc la Gemara demande, d'après Rabbi Yehuda, Me'acha avait, ou bien c'est une question, Me'acha n'avait, d'après la Girsa de Rashi, c'est-à-dire donc, quelle était la raison de la mort de Tzlofrad. Le pasuk nous dit, Meveya Pilou. C'est-à-dire il y a un pasuk où après la Avera des Meraglim, les Bnei Israël ont voulu malgré tout monter en Eretz Israël, et Akadosh Baruch Hu leur a dit, Moshe Rabbeinu leur a dit, ne montez pas, et ceux qui ont voulu monter sont morts. Donc nous explique Rashi, Tzlofrad est mort à ce moment-là, puisqu'il a voulu monter malgré tout en Eretz Israël, alors que la Shrina et le Haron ne les accompagnaient pas, mais ce n'était pas une si grave faute comme la transgression de Shabbat. La Gemara nous dit qu'Aïtse Bedavar Ataomer, nous avons aussi un autre passouk du même genre, c'est marqué Vaïcharaf Af Hashem Bam. Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre Moshe, contre Aaron et Myriam, qui ont parlé du mal, qui ont dit de la shonara de Moshe Rabbeinu. Vaïelach, et ensuite nous dit le passouk, et Akadosh Baruch Hu est parti. Akadosh Baruch Hu s'était dévoilé à Aaron et Myriam, et ensuite il s'est fâché, il est parti. Mais la Med, de là on apprend, puisque c'est marqué Bam, Akadosh Baruch Hu s'est fâché même envers Aaron, Shaf Aaron Itztara dit Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva, même Aaron a eu la lèpre, pas seulement Myriam, comme c'est marqué dans le passouk, mais même Aaron. Amalo Rabbi Uda ben Betera, Rabbi Uda ben Betera lui a dit Akiva ben Kach ben Kar ata'atiliten tadid. Rabbi Uda ben Betera lui a dit encore une fois Akiva, de toutes les manières tu devras rendre des comptes. Si c'est comme tu dis à Torah Kisito, la Torah ne dit pas que Aaron a eu la lèpre, le cache. Va t'amégaler auto et toi tu le dévoiles. Mais il me lave et sinon si ce n'est pas vrai, tu viens être motzila, zir Hashem rassure Aaron. Vela active bam. Moi il me dit pourtant c'est marqué Vaïcharaf Hashem bam contre tous les deux. Donc Myriam c'est marqué qu'elle a eu la lèpre, mais Aaron nous ne l'avons pas vu. L'Agma répond à Obenezifa. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu s'est fâché contre eux. Mais il n'a pas été puni par la lèpre. Nezifa be'alma. Akadosh Baruch Hu les a grondés. Tanya Keman de Amam, nous avons une braïta, comme Rabbi Akiva qui dit Af Aaron itztara dirtiv, c'est marqué Vaïfen Aaron el Myriam. Aaron s'est tourné vers Myriam. Que signifie Vaïfen? Donc Veine Metzorat et Myriam est lépreuse. Tana Vaïfen signifie chez Pana Mitzarato. Non pas qu'il s'est tourné vers elle, mais il s'est détourné de sa lèpre. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il a d'abord guéri de sa lèpre, et ensuite il s'est tourné pour s'occuper de Myriam. Amar Resh Lakish nous dit Achoshet Biksharim Loke Begufo.
celui qui est Choshet Biksherim, c'est-à-dire qui soupçonne un juste, un homme qui n'a rien fait, Loke Begoufo, il est puni, Begoufo, dans son corps. Dirtiv, c'est marqué. Ve'en lo yaminuli. Moshe Rabbeinu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui, et lui a dit, va parler au Bnei Israël, lorsque les Bnei Israël étaient en Égypte, Moshe Rabbeinu a dit, Ve'en lo yaminuli. Ils ne me croiront pas que tu t'es dévoilé à moi. Vegale kamekuchak berichu. Et devant Akadosh Baruch Hu, c'était dévoilé des Bnei Israël, que les Bnei Israël vont croire en Moshe Rabbeinu. Amarlo Hashem a dit à Moshe Rabbeinu, Hen ma'aminim bene ma'aminim. Les Bnei Israël sont des ma'aminim, des croyants, bene ma'aminim, fils de croyants. Ve'ata, et toi, en sofra l'amin. Toi, au contraire, tu ne me croiras pas, tu ne me feras pas confiance. En ma'aminim, en ma'aminim, virtivaya menam. C'est marqué que le peuple a cru, a eu confiance dans la Géoula d'Égypte. Bene Ma'aminim sont des enfants de Ma'aminim, c'est marqué Ve'emin Bashem, que Avram Avinu Emin Bashem, le pasuk des vers, Shvalot Tzedaka, mais Ata, toi, Moshe Rabbeinu, En Sofra Le'amin. En fin de compte, tu n'écouteras pas, tu n'auras pas confiance en moi, Shenema, comme c'est marqué, Ya'an Lo'eman Tembi. Vous ne m'avez fait pas confiance au moment où au moment où Moshe Rabbeinu devait parler au rocher, et qu'il n'a pas parlé, il a frappé le rocher, donc il n'a pas écouté Akadosh Baruch Hu, il n'a pas eu confiance en la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et donc à ce moment-là où Moshe Rabbeinu a été Choshet Biksherim, a soupçonné le peuple d'Israël, alors que le peuple d'Israël allait effectivement croire en Moshe Rabbeinu, il a été puni Begoufo. Mais Maï de la Kadirtiv, c'est marqué Vayomer Hashem Lo'od, Avena Yadecha Bechekera, où Akadosh Baruch Hu lui a dit, un autre signe, entre ta main dans au sein de ta poitrine, et ensuite la main de Moshe Rabbeinu était pleine de lèpre. Donc il a été frappé par la lèpre pour avoir soupçonné le peuple d'Israël. Donc on va s'arrêter là.